Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Bienvenue à ces rendez-vous, la livraison quotidienne d'actualité. Voici le sommaire. Les troupes de la SADC ont quitté la ville de Goma ce mardi matin via la grande barrière frontière entre la RDC et le Rwanda. Le retrait intervient quelques semaines après la demande de l'FCM 23 à ses troupes de quitter la ville de Goma. Les rebelles de l'FCM 23 ont pris le contrôle de plusieurs villages du groupement Musindi en territoire de Lubero, notamment Talia et d'autres villages situés à une trentaine de kilomètres de Kavinyongi et de Butembo. Ces titres et d'autres informations sont à suivre dans les détails. Madame, Monsieur, restez scotchés. Les forces de la SADC ont quitté Goma discrètement ce mardi par la grande barrière. Le retrait intervient après un accord avorté dans un contexte de tension avec l'FCM 23 qui contrôle la ville. Suivez ces vidéos de retrait. Blaise Bassaboste, dites-nous ce qui s'est passé ce mardi matin dans la ville de Goma. Exactement, les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont quitté la ville de Goma ce mardi 29 avril 2025 dans la matinée, dans la discrétion totale, selon des sources proches de l'Alliance du fleuve Congo, l'F123, qui contrôle actuellement la ville de Goma. Pas de caméra, ni des photos. Ils viennent de quitter Goma ce matin, a confié une source de l'AF123 à Kivu Morning Post. La source n'est précise ni l'effectif des troupes ayant traversé la grande barrière post-frontalière reliant Goma à la ville rwandaise de Gisenyi, ni les conditions exactes de leur retrait. Cette opération intervient près de quelques semaines après l'exigence formulée par l'F123 demandant le départ sans condition des troupes régionales de la SADC, qu'elle accusait d'ailleurs de soutenir le résistant Wazalendo et de tenter de déstabiliser les zones sous contrôle du M23. Les autorités congolaises et la SADC n'ont pas encore réagi officiellement à ces retraits de la force de la Samir RDC. Les rebelles de l'FCM 23 ont pris ce mardi 29 avril 2025 le contrôle de plusieurs villages du groupement Musindi en territoire de Lubero, dont Talia et d'autres villages situés à une trentaine de kilomètres de Kavinyongi et Butembo. Ce mardi, des combats se sont poursuivis, comme en témoignent ces habitants. Walikamata Talia jana, sasa wanakamata Talia. Wanapenda waprogresse ti na Kavinyongi kote. Ile ndio maakili zenyewe kwamo. Jule o vita ile yenyewe wamepigana pale mo entre monane mo katikati ya Talia na Musuku mu waitimbeko. Ti inawezekana walitafuta ingia na Musuku wakiana wakawarudisha tena kidogo. Leo siku kuna watu wenyewe wamesha kufa kule mabombe. Matokeo tutaipata mzuri magharibi, tutawaambia kama viko namna gani. Vijana walikuwa viko na nguvu, mimi wanakosa masasi. Wanakosa masasi vraiment. Naomba sasa muplede nyie ba politiciens mko mbele tena nje vikizo nasema kuna administrateur pale. Kumwambia bapeti wanakosa masasi na chakula na dawa nayo. Vraiment kwa centre de santé wenyewe kuna lumia nini damu iko na tafutaisha mtu anakufa. Ndio kwa naomba washikaze bara force na dawa. Sasa kisi vile Lunyasenge hakuya kamatiwa
naomba dawa zinasukumiwa pale za mingi ku centre de santé de reference na zitaendelea kusaidia bakombata yetu. Sawa sawa. Minisio ndio masukume kabisa ya mingi sana. Apeti viko na stopper adui, minisio kishaisha wanarudia nyuma. Une information confirmée par des sources administratives qui parlent des renforts pour l'FCM 23 dans la zone. Un responsable local craint l'avancée des rebelles vers Lubero Centre et la ville de Butembo. Mais aussi, ils ont déjà renforcé Kipese, ils ont renforcé Katondi, ils ont aussi renforcé à quelques 3 kilomètres du territoire de Lubero. Ils sont en train de se renforcer en hommes et en armes et munitions. Alors, on ne connaît pas leur objectif, hein, puisqu'ils sont en train de dire que au plus tard, les 30 mai, les 30 juillet, il faut qu'ils soient déjà dans la ville de Butembo. Ça, c'est vraiment leur objectif. C'est ce qu'ils sont en train de raconter aux gens là-bas. Le cadre des concertations des forces politiques et sociales représentées par Seth Kikuni et André Claudel Loubaya a vivement réagi ce 28 avril 2025 aux récents accords signés entre la RDC, le Rwanda et l'AFC M23. Dans un communiqué, ses opposants dénoncent une diplomatie précipitée menée en toute opacité au mépris de la souveraineté nationale et de la volonté du peuple congolais. Détail avec Faustine Binja. Prenant acte de la signature d'un communiqué conjoint à Doha sous la médiation du Qatar et d'une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali à Washington sous l'égide des États-Unis, le cadre met en garde contre des négociations menées sans transparence ni consultation nationale. Pour ces forces politiques et sociales, il est impératif que les peuples congolais aient les derniers mots sur les décisions qui engagent son avenir et sa souveraineté. Le cadre exprime une forte inquiétude face à l'absence de clarté dans ces documents diplomatiques qui semblent reléguer au second plan les véritables causes de la crise sécuritaire. Selon eux, ces accords pourraient dissimuler des arrangements économiques dangereux, voire ouvrir les voies à des concessions territoriales ou à une gestion sécuritaire privée inspirée des modèles étrangers. Le Congo n'est pas un bien à brader pour satisfaire une ambition personnelle, déclare le cadre en référence directe au président Tshisekedi. Les signataires du communiqué estiment que la crise congolaise ne peut être résolue uniquement par les pourparlers à l'étranger, mais nécessite un processus inclusif impliquant les forces politiques, armées et la société civile. Ils insistent sur la nécessité de réintégrer les initiatives régionales Luanda-Nairobi, Union africaine, SADC et nationale, notamment la mission conjointe SCC-5 dans une vision cohérente et durable du retour de la paix. Seth Kikuni et Claudel accusent le président Tshisekedi d'avoir aggravé la situation nationale par une gouvernance marquée, selon eux, par l'irresponsabilité, la corruption et les mépris des engagements pris. Ils considèrent que la signature d'un accord n'est qu'un simulacre des solutions tant que les causes internes de la crise politique, sociale et économique ne sont pas sérieusement prises en compte. Si un seul des engagements de Tshisekedi avait été tenu, la RDC ne serait pas plongée dans ces chaos, martèle le communiqué. En conclusion, les deux leaders exigent la publication immédiate du contenu des accords signés à Doha et de celui attendu à Washington les 2 mai. Ils appellent à une mobilisation citoyenne et à une vigilance accrue afin que l'histoire ne se répète pas au détriment du peuple congolais. Pour eux, seule la vérité, la transparence et la justice permettront de bâtir une paix durable et respectueuse de l'intégrité de la nation.
Dans un contexte de sécurité précaire, les forces de l'ordre congolaises intensifient leur préparation. Près de Bunia, policiers et militaires participent à des séances d'entraînement rigoureuses visant à améliorer leurs compétences en tir des précisions. L'objectif est clair, être mieux préparé au combat face à des menaces croissantes. Reportage. Cadre des renforcements des exercices militaires au Char des Turs des Rois-Para à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia. Un nombre important de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a procédé ce samedi 26 avril 2025 au tour des armes vers des cibles bien définies. À l'exemple des beaux commandants comme Kiduré, la vraie charité commence par soi-même, le général-major Irbe Tambou Kabame ouvre la scène. Pour les commandants centre d'entraînement et recyclage Roi-Para, les colonels Mbassi Wambenge Baoba, il fallait mettre les réflexes de combativité aux militaires et policiers. Nous sommes ici, c'est pour tester nos armes et puis mettre toujours la réflexe de combativité à nos officiers, y compris nos militaires et policiers. Oui, ça veut dire pour nous, l'arme c'est votre enfant. Vous devez connaître la santé de votre enfant, alors nous devons connaître le fonctionnement de nos armes. Notons que cette activité de routine est conjointement réalisée par les éléments de sécurité et de l'ordre qui promettent les genres féminins, comme est le vouloir du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix Tshisekedi a reçu lundi Maxime Prévost, vice-premier ministre belge. Ce dernier a exprimé le soutien de la Belgique et d'autres États européens aux initiatives pour la paix en République démocratique du Congo. Prévost a affirmé que son pays s'engage à contribuer au succès de ses efforts, soulignant son rôle de partenaire crédible dans la région des Grands Lacs. Reportage. Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington.
Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés, mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques montrent à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est arrivé à Béni ce 29 avril après Kinshasa. Il a été accueilli par le gouverneur militaire de Nord-Kivu, le général-major Évariste Somokakoulé, dans son cabinet provisoire cité à Béni. Suivez les détails dans ces reportages à la salle de communication du gouverneur des provinces. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Béni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Somokakoulé Évariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité et à l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Palper l'Est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide, notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord-Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord-Kivu est plus qu'enthousiaste parce qu'elle n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord-Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Les territoires de Mambasa, Djougou et Aru situés en province de l'Ituri ont connu une amélioration significative de la situation sécuritaire. Cette évolution positive est attribuée aux efforts conjoints des forces armées de la RDC et aux initiatives du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Reportage. La cohésion sociale et le développement, voilà l'objectif de l'administration militaire d'Ituri qui commence déjà à porter ses fruits à travers la province. De Mambasa à Aru, en passant par Djougou, jadis épicentre de l'insécurité, une accalmie sécuritaire sans précédent s'observe depuis un certain temps grâce aux efforts de paix déployés par l'administration militaire. Par conséquent, la vie a repris normalement dans les coins et recoins du territoire des Djougou. Ça fait 7 mois dans la commune rurale de Mungwalu, on n'a pas enregistré de cas de désordre. Donc, nous vous confirmons que la situation est calme, mais sauf qu'il y a un petit déplacement de la population et nous comptons nous-mêmes descendre la semaine prochaine à Fataki pour faire un dialogue entre la communauté Ema et la communauté Lendu afin que la population puisse revenir. Du côté de Mambasa, le plus grand territoire de l'Ituri riche en faune et flore, les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Une prouesse dans l'actif de l'administration militaire. Nous venons d'observer au jour d'aujourd'hui près de 7 mois sans qu'il n'y ait des situations telles que ça puisse mettre en cause l'inquiétude de la population. Ça fait un bon bout de temps.
En territoire d'Arou, le développement continue son bonhomme de chemin dans un climat de paix. L'administrateur policier de ces territoires, modèle de la province de l'Ituri, recommande à d'autres de faire taire les armes qui ne profitent à rien. D'abord, à Arou, nous n'avons pas de groupes armés. C'est un fait très marquant du côté de la sécurité. S'ils se mettent à développer Djougou, aucun autre territoire ne peut atteindre le développement qui peut être à Djougou. Parce que d'abord, que ce soit la terre, les sous-sols et les sols, c'est extrêmement riche. Résolument engagé sur tous les fronts à travers l'approche non militaire et militaire, l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjomi, commandant des opérations, a enregistré plusieurs avancées sécuritaires, socio-économiques et du développement depuis l'avènement de l'état de siège dans cette partie du pays. Ces mérites reviennent à la population iturienne et à son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réunion stratégique a eu lieu à Kinshasa le 28 avril après les décisions du Conseil des ministres du 25 avril au ministère de l'Intérieur. Cette réunion vise à protéger les populations et à restaurer l'ordre urbanistique suite aux pluies diluviennes ayant causé des pertes humaines et des dégâts matériels. Suivez. On a tenu la réunion avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi avec Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que vous savez que les actions vont commencer au niveau de la ville de Kinshasa, et aussi avec la mine-état des affaires foncières, c'est mon collègue de l'urbanisme et habitat. Ces actions qui vont se dérouler notamment dans la ville de Kinshasa, vont s'étendre dans toute la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que la ville de Kinshasa, c'est toutes les autres villes. Et vous savez que lors du dernier Conseil des ministres, il y avait une réunion qui avait été mentionné par son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment pour faire face à toutes ces constructions anarchiques, les personnes qui ont construit sur des zones non édificantes, des zones sur lesquelles on ne peut pas construire, et qui venaient justement avec les incidents qu'on a connus au niveau avec la rivière Njili. Fort de cela, son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit au niveau du gouvernement central de procéder à ces démolitions, mais évidemment d'abord en procédant par des mesures de normalisation, c'est-à-dire d'information et de communication. C'est très important. Je sais que, et nous savons malheureusement qu'au niveau de notre population, on se dit que souvent que l'État commence toujours et ne termine pas. Mais cette fois-ci, c'est une décision en fait qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima. Mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre dans toutes les villes. Mais vous savez, rien que la ville de Kinshasa, et je ne pense pas que monsieur le gouverneur va me contredire ici, Kinshasa a 24 communes, vous savez qu'il y a à peu près 12 communes qui ont été construites de manière anarchique. Ne pas le faire, ça serait s'exposer chaque 6 mois à chaque pluie, à rediscuter des mêmes problèmes. Donc c'est surtout pour sauver les vies humaines. Vous avez vu que là on a avoisiné plus de... je crois que le gouverneur va être un peu plus explicite là-dessus. Mais fort des personnes aussi qui étaient complètement démunies. Mais bon, ça veut dire qu'on a évité ce qu'on a pu avoir comme chiffre. Donc ne pas le faire, on va s'exposer toujours avec les mêmes problèmes. Vous avez vu qu'on a à peu près 600 maisons, rien que du côté de la Tchango, qui étaient sous inondation. Ce sont des personnes qui ont construit sur des zones non édificantes. Vous avez vu que la rivière Njili, il y a 20 ans, elle était à peu près à plus de 65 mètres de par sa longueur, de sa largeur, pardon. Maintenant, on n'est plus qu'à 20 mètres. On a établi, on a identifié les responsables. Vous avez Shekina qui a construit là-bas. Derrière, vous avez un Chinois qui fait de la riziculture et d'autres personnes qui ont bloqué parce qu'ils font le carburant. Donc, en fait, toutes les personnes ont rétréci le lit de la rivière. Ils se sont dit, bon, ceux qui l'État Azali, au Kalanga, mais ceux l'État Azate, n'a pas continué. Et fort de cela, l'État a dit, bah, nous allons maintenant poser des actes là pour sauver des vies humaines. Aujourd'hui, on a sauvé près de 80 personnes, mais demain, on ne voudrait pas commencer à ce que ce chiffre continue en grandissant. Donc, évidemment, ça crée un retour. Ce sont des mesures impopulaires, mais légales, donc il faut le faire. Bah, écoutez, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, est le plus grand soutien. C'est le soutien politique dont on avait besoin. Je vais vous citer un exemple aussi. Vous savez, à l'époque de la France, c'était le même problème qui se posait. Vous avez le baron Ousmane qui a posé ces actes-là. À l'époque, c'était Napoléon III. C'est le soutien politique. Et le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Il faut remettre de l'ordre dans ce secteur et que les gens doivent vivre dans des endroits sécurisés. Comme lui-même, le président de la République l'a dit, il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Encore une fois, je dis ce sont des mesures impopulaires, mais légales. Tout le monde s'attendait à cela. Et je crois qu'il faut aller dans cette ligne-là.
Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces grands rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau à la chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum et en alerte de toutes les informations de l'Est et la République démocratique du Congo. À très bientôt pour un autre rendez-vous d'actualité sur votre chaîne préférée.